cette invitation. J'avoue qu'il y a une certaine nervosité parce que habituellement je fais des présentations partout au monde, mais toujours dans des experts. Et là, c'est la tâche difficile de quelque part un petit peu vulgariser un sujet qui est intéressant, que tout le monde connaît les odeurs, un sujet exotique. Et puis, quand je regarde avec les étudiants en médecine ou même les gens qui travaillent dans mon service, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues. Donc aujourd'hui, plutôt que de parler que de mes recherches, je vais parler des troubles de l'odorat. Et le but, c'est que vous rentrez, que vous avez quelques, comment on dit en français, des take-home messages ou des choses que vous avez appris, qui dans le quotidien ont même aussi une application. Donc, je vais parler des troubles de l'odorat. Je vais voir si ça marche ici. Voilà. Je vais parler du trouble de l'odorat et du goût. Et en fait, avant de parler des troubles, ce qui est toujours un peu déplaisant, je vais d'abord parler un peu de physiologie. Je ne sais pas qui de vous a une profonde connaissance de ce sens. Qui sait comment la vision fonctionne, comment l'audition fonctionne. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais comment fonctionne l'odorat? C'est même quelque chose qui vous demandez à un étudiant en médecine qui a fini, il n'est pas toujours très sûr. Donc ça reste un sujet qui est peut-être avec le Covid un peu plus répandu, mais qui a pendant très longtemps été un tout petit peu un domaine de niche. Donc juste pour l'historique, on a commencé à nous occuper de troubles du goût et de l'odorat il y a un peu plus que 22 ans, quand j'ai commencé ici. Il n'y avait personne qui faisait ça, et puis péniblement, on a fait une petite consultation, et puis on a gagné en ampleur, et puis je suis allé me former ailleurs. Et avec le Covid, c'est vrai qu'on a gagné un peu de visibilité, qui je pense sera transitoire, mais néanmoins, ça fait que plein de gens s'intéressent à ce sens, ce qui n'est pas plus mal. Alors, quand on parle du goût et de l'odorat, ou des troubles de l'odorat, il est inévitable qu'il faut aussi parler du goût. Les deux vont de pair. Et puis, vous voyez sur ce schéma qu'il y a une coupe sagittale à travers une tête humaine. Vous voyez en coloré en bleu, c'est la zone dans le nez. Vous voyez, il y a une cavité nasale qui est assez grande. Je ne sais pas si ça vous aide, si je pense que vous avez une cavité nasale qui commence avec les narines, ensuite c'est une grosse caverne qui est essentiellement là pour respirer, chauffer l'air. Mais tout au toit de cette cavité, en bleu ici, c'est ce qu'on appelle l'épithélium olfactif. C'est une zone qui est spécialisée pour reconnaître les odeurs. Donc si vous voulez sentir quelque chose, une odeur doit non pas seulement rentrer par la narine, mais elle doit trouver son chemin pour arriver jusqu'à là. Parce que c'est que là-bas qu'il y a des cellules qui peuvent percevoir une odeur. Puis ensuite, le signal est conduit vers le cerveau qui va interpréter cette odeur. En rouge, sur la langue, vous voyez, cavité buccale, exclusivement, on a des récepteurs, des cellules munies de récepteurs qui vont vous donner l'information gustative. Il y a une grande différence entre les deux systèmes. Le goût, c'est essentiellement 5 modalités. C'est acide, amer, sucré, salé et umami. Qui sait ce que umami veut dire? Umami, c'est le goût du monosodium glutamate, ou ça ressemble au bouillon de poulet. Beaucoup de gens prennent ça pour du sel, mais en fait c'est un goût d'acide aminé qui a été découvert comme 5e goût il y a une vingtaine d'années. L'odorat, donc ces deux systèmes sont très distincts. Un est dans la bouche, un est dans le nez. Et quand même, dans notre quotidien, on parle de goût et d'odorat et on les mélange souvent. Donc, un but de ce soir, c'est aussi un petit peu de faire l'ordre entre les deux systèmes. Il y a un système qui est muni de vraiment 4 modalités, vous ne reconnaissez pas plus que 5 modalités, et l'autre système est en principe un système qui peut vous faire reconnaître à une somme infinie d'odeurs. Donc si vous lisez dans un livre, l'être humain reconnaît 10 000 odeurs, c'est faux. Il n'y a pas de données qui soutiendraient cette thèse. C'est un système qui est infini. Je vais quand même parler un peu de gustation, de goût. Qui a déjà vu ce schéma? C'est une langue, pour ceux qui n'auraient pas vu. Qui a déjà été familiarisé avec ça? C'est-à-dire qu'on a des zones de goût. Sur la langue, les pointes, c'est le sucré. Les bords, c'est le salé. La mer, c'est le fond de la langue. Qui a déjà vu ça? Jamais. Vous pouvez l'avouer parce que j'ai découvert récemment dans les livres de biologie de mon fils, qui est à l'école primaire, qu'on leur montre ça. Donc c'est une notion qui est difficile à tuer parce qu'elle est fausse. Pourquoi est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est juste là-dedans? En fait, ce qui est juste, c'est que la langue est munie de zones qui sont essentiellement les bords, la pointe et le fond de récepteurs. Donc c'est des zones qui sont réceptives. On peut reconnaître des goûts
sur le dos de la langue, on ne reconnaît pas grand-chose. Si vous tirez la langue et vous mettez une petite pastille d'azugrine ou de sucre sur le dos de la langue, vous allez probablement à peine percevoir du sucré. Si vous faites ça avec la pointe de la langue, vous allez tout de suite remarquer que c'est sucré. Puis ceux qui ne me croient pas, vous pouvez, ce qui est juste dans ce schéma, c'est que toutes les zones sont des zones de réception de goût accru. Ce qui est faux, c'est cet ordre. On appelle ça une gustotopie, donc devant c'est sucré, derrière c'est amer. C'est pas si simple que ça. Toutes ces zones reconnaissent tout. Donc avec la pointe de la langue, vous êtes parfaitement capable de reconnaître l'amertume. Vous ne devez pas avaler quelque chose jusqu'à ce que ça arrive au fond de la gorge pour que vous percevez l'amertume. Ceux qui veulent tester ça, ils mettent la pointe de la langue dans un café, ils n'ont pas sucré préalablement, et vous allez remarquer que vous arrivez à percevoir l'amertume du café, seul avec la pointe de la langue. Voilà, mais je reviens pour l'odorat, parce que c'est pour ça que vous m'avez invité. Donc, je reprends ce schéma. Vous avez la cavité nasale. Alors, moi, je suis rhinologue, c'est le spécialiste du nez. Donc, le nez, vous avez remarqué, est un organe essentiel pour respirer, pour chauffer l'air, mais c'est aussi l'organe, c'est quelque part un peu l'antichambre vers l'odorat. Donc, si cette cavité nasale, si elle est malade, vous risquez d'avoir des soucis aussi pour l'odorat. C'est pas forcément dit, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc, cette zone de l'odorat, qu'on appelle l'épithélème olfactif, qui est donc une couche de tissu neuronal spécialisée pour reconnaître des odeurs, va ensuite se connecter vers le nerf crânien, le premier nerf crânien, qui se trouve à l'intérieur de la boîte crânienne, qui est là où il y a le cerveau, qui s'appelle le nerf olfactif. Si vous agrandissez ce schéma, vous voyez que ça correspond à ça, et puis vous avez donc le nerf crânien qui est à l'intérieur de la boîte crânienne, et vous voyez ici dans l'intérieur du nez, ici cette couche de ce qu'on appelle des neurones, des cellules réceptrices pour l'odorat, qui sont dans le nez. C'est surprenant, c'est une particularité de l'odorat, tout ce que vous respirez, vous êtes exposé, ça va directement vers ces neurones. Donc ce n'est pas le cas pour la rétine, ce n'est pas le cas pour l'ouïe, où les cellules sensorielles sont bien protégées à l'intérieur d'un organe, ce n'est pas le cas pour l'odorat. Si vous respirez beaucoup de formol, par exemple, c'est un fixateur, vous pouvez nuire votre odorat. C'est peut-être une des raisons pour laquelle ces cellules de l'odorat qui se trouvent dans le nez se renouvelent. Donc on a des véritables neurones, des cellules nerveuses qui peuvent se renouveler. C'est une particularité du système olfactif. C'est aussi la raison pour laquelle l'odorat peut se régénérer. Si vous perdez l'ouïe, si vous perdez la vue, c'est très peu probable qu'après 2-3 mois, ça revienne spontanément. Si vous avez la même chose avec l'odorat, ça je pense que certains d'entre vous ont fait cette expérience avec le Covid, on perd l'odorat, et il y a quand même un certain espoir que ça revienne. On en parlera. L'espoir ou la probabilité que ça revienne dépend beaucoup de la pathologie. Il faut savoir que dans cette zone où il y a les récepteurs et les neurones, il y a des cellules souches. Ces cellules souches sont des vraies cellules souches neuronales. Il y a même des gens qui pensent que si on prélève des cellules souches, on peut les implanter ailleurs, on peut éventuellement faire recroître des nerfs ailleurs au corps. Donc c'est des recherches très intenses, dont nous on n'est pas impliqués, mais donc il y a un grand potentiel. C'est un système très ancien, c'est aussi une des raisons pour laquelle ce système se renouvelle. Il faut savoir une autre chose, la connaissance de ce système est pas très ancien. La physiologie, donc comment fonctionne la vision, on a une idée quand même depuis une cinquantaine d'années. L'audition, la même chose. L'odorat, qu'est-ce que vous pensez? Depuis quand est-ce qu'on connaît un petit peu comment fonctionne l'odorat? Donc les messieurs et dames qui ont découvert, pas les neurones, ça on savait, mais que sur les extrémités de ces neurones, il se trouvent des récepteurs. C'est des récepteurs de l'odorat. Ces récepteurs nous permettent de reconnaître une odeur. Si une odeur rentre dans le nez, elle doit être reconnue. Et ça, c'est le récepteur qui va faire ça. La découverte de ces récepteurs a été faite en 1991. Et là, je reviens sur le schéma. Si vous regardez ça ici, ça c'est le même schéma. Vous avez ici coloré tous ces neurones qui ont des différentes couleurs. Les différentes couleurs expriment le fait qu'ils reconnaissent certaines parties d'une odeur. Donc si vous, par exemple, je sens la cannelle, qui est une molécule chimique, plusieurs récepteurs vont reconnaître une partie de cette molécule, et ensuite, la combinaison de ça va donner à mon cerveau l'information que c'est de la cannelle et pas de la vanille. Donc on a à peu près 350 récepteurs dans notre répertoire qui nous permettent de reconnaître les odeurs.
C'est un peu comme si vous avez un piano avec 350 touches qui vous permettent de faire la musique parfaite. Si vous manquez des touches, vous allez avoir certaines lacunes, des finesses qui ne seront plus possibles pour être jouées, et si vous n'avez aucune touche, vous ne pouvez pas faire de musique. Donc la découverte de ces récepteurs a déclenché beaucoup de recherches, et finalement le prix Nobel de la médecine pour la physiologie de l'odorat a été décerné en 2004 à M. Richard Axel et Linda Budd, qui vivent toujours et qui travaillent toujours. C'est un système dont les connaissances sont relativement jeunes. Voilà. Et je vous ai dit qu'on a 350 récepteurs à peu près. Est-ce qu'un récepteur reconnaît une odeur? Non. Parce qu'autrement, on reconnaîtrait uniquement 350 odeurs, ce qui est faux. Donc ce système est un système avec 350 récepteurs. On peut reconnaître un nombre infini d'odeurs. Donc si Firmenich ou Givaudan, sans vouloir faire de la publicité, synthétise une odeur que nos ancêtres n'ont jamais sentie, nous on peut la sentir. C'est un système qui peut sentir des choses qu'on n'a pas besoin d'apprendre. On a besoin de créer des récepteurs que nos ancêtres ont déjà eu. Voilà, donc ça pour la physiologie. Maintenant, je peux arrêter de vous embêter avec la physiologie, je vais revenir un petit peu à ce qui est plus clinique et terre à terre, et ce qui nous concerne dans le quotidien. Vous avez vu, c'est le même schéma, donc il y a la zone de l'odorat. Comment est-ce qu'on sent les odeurs? On peut, évidemment, c'est clair, on sent une odeur, on flaire une odeur, et après on va dire « Ah, j'ai senti ce parfum ». Dans l'usage de la langue, on va dire « J'ai senti ». Et une autre façon, comment vous pouvez sentir une odeur, ou comment vous pouvez percevoir une odeur, c'est que vous prenez quelque chose dans la bouche, vous le mastiquez, et après un moment, vous l'avalez. Donc la partie solide de ce que vous avez avalé va aller dans l'estomac, mais pendant que vous avez mastiqué, la cavité buccale, qui n'est pas hermétique, qui est remplie d'air, se sature de ce que vous êtes en train de manger. Prenons l'exemple de la cannelle. On mange un bonbon au goût de cannelle, à un moment donné j'avale, le bonbon va au fond de gorge, et il y a un petit fluide aérien qui transporte l'air qui était dans la cavité nasale, de la cavité buccale dans la cavité nasale. Alors c'est très abstrait, mais cet air, évidemment, est saturé de ce que vous aviez dans la bouche auparavant. Les odeurs, les molécules vont aller à la même zone. Et puis qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire « Ah, c'est un bon goût ». Vous n'allez pas dire « ça a une bonne odeur ». Et cette confusion verbale, qui existe pratiquement dans toutes les langues, prête à mal interpréter certains trucs. Juste pour revenir à la chose, vous pouvez faire une expérience, vous pouvez mettre votre doigt sous le nez, ceux qui ont envie, et avaler votre salive. Et vous remarquez que la salive, elle diminue, elle va jusqu'à l'œsophage, et quand la salive est à peu près arrivée ici, vous avez un petit flux aérien qui sort de votre narine. Qui a remarqué ça? Et ce flux aérien, il contenait ce que vous avez dans la cavité buccale avant d'avaler. Et ce flux aérien, il fait la différence si vous achetez des vins de grande qualité, ou si vous allez manger au McDonald's, ou plutôt vous voulez aller dans un restaurant gourmet. Donc, ça ne tient pas à grand chose. Ça s'appelle la rétro-olfaction. En fait, on perçoit des stimulus olfactifs, on perçoit des odeurs par la bouche. Et comme on le met dans la bouche, on dit c'est du goût. C'est un biais verbal. Ce biais verbal, il a une conséquence pour nous, les docteurs, parce que qu'est-ce que c'est ces schémas? Ça, c'est très vieux, mais c'est toujours très actuel. C'est si vous regardez les gens qui viennent, ça représente les gens qui viennent me voir. Ils me disent, docteur, j'ai perdu le goût et l'odorat. Et là, c'est si on regarde uniquement les plaintes que ces gens émettent, ils disent, j'ai perdu le goût et l'odorat. Ok, voilà, c'est mon fichier. Ça, vous voyez que c'est une grosse partie des gens vont dire, j'ai perdu goût et odorat. Alors, si je m'arrête là, c'est ce que je vais penser du patient. J'ai dit, le pauvre, il a perdu la gustation, il a perdu l'olfaction. Mais si je me prends la peine et je teste ça, je ne vais pas vous embêter avec comment ça marche. On peut tester. J'ai des tests ici. Regardez, c'est des feutres. À la place d'avoir la couleur, il y a une odeur. Je ne vais pas les distribuer parce qu'autrement j'en perds, mais pour ceux que ça intéresse, voilà. Je ne vais pas parler des méthodes de tester, mais sachez qu'on peut tester. Si on teste, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la vaste majorité des gens n'ont pas perdu le goût et l'odorat. Donc ils peuvent parfaitement bien percevoir le salé, le sucre, etc. Ils ont simplement perdu smell loss only, c'est ça. Et il y a une infime minorité qui a réellement perdu les deux modalités ou les deux sens. Ça, c'est un premier plaidoyer
pour ne pas s'arrêter à demander aux gens comment est votre odorat, est-ce que vous avez perdu l'odorat, il est bon ou mauvais, mais de dire non, il faut tester. D'ailleurs, quand vous allez chez l'ophtalmologue, il ne vous dit pas non plus est-ce que vous voyez bien ou pas bien, et je vais vous donner des lunettes, il mesure. Donc, il faut mesurer aussi l'odorat. La deuxième raison pour laquelle il faut mesurer l'odorat, c'est qu'on est l'être humain est très inadéquat dans son auto-évaluation. C'est différent de l'ouïe et de la vision. Si quelqu'un me dit je crois que je ne vois pas très bien, il y a des fortes chances qu'effectivement il a un trouble visuel. Si quelqu'un me dit moi j'ai aucun problème, il y a des fortes chances que sa vision est bonne. Pour l'odorat, c'est une expérience qu'on a fait très longtemps, mais ça a été répété maintes fois, donc pour une fois c'est quelque chose qui effectivement perdure. Qu'est-ce qu'on voit ici? Là on a demandé aux gens, dites-nous si vous estimez que votre fonction olfactive est bonne ou mauvaise. Donc nul c'est nul, 100 c'est moi j'ai vraiment un nez super, top. Et après on a testé ces gens, 0 ça c'est les tests, 0 c'est un résultat très mauvais, 48 c'est le maximum. Alors, je n'ai pas besoin de vous expliquer, c'est un nuage qui n'a aucune corrélation. Donc, les probabilités que si je prends certains d'entre vous, je leur demande est-ce que vous avez un bon odorat, vous dites oui, et après je fais un test et je compare, je peux avoir des surprises. Il y en a qui pensent avoir un excellent odorat, et en fait c'est médiocre, et vice versa. Donc, il y a un effet de plafonnement, un effet, en anglais on dit anchor, c'est-à-dire que ceux qui sont vraiment profondément anosmiques ne sentent rien du tout. Eux, ils le remarquent habituellement, mais dès qu'on a un tout petit peu d'odorat, on a une grosse difficulté de s'auto-évaluer. C'est une deuxième raison pour laquelle il faudrait mesurer et pas juste demander. Alors, vous avez la réponse, j'allais vous demander, est-ce que vous pensez que les troubles de l'odorat sont fréquents dans la population? Qui connaît quelqu'un qui a un trouble de l'odorat? Voilà. C'est pas mal. Je pense que ça correspond presque à ce qu'on voit ici. C'est aussi une étude qu'on avait conduite il y a quelques années, mais qui a été reprise par plein d'autres et qui a été reconfirmée. Qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit le nombre de gens qui... Anosmie, c'est la perte totale de l'odorat. On voit dans la population, donc ça va de 0,5 à 15%. Le nombre de gens dans la population qui n'ont zéro odorat dans les tests, stratifiés selon les groupes d'âge. Oubliez les groupes d'âge très jeunes, parce que ces tests ne sont pas adaptés pour des enfants. C'est des tests d'identification, on demande de sentir quelque chose et il faut choisir sur un choix multiple. Et regardez les barres à partir de 16 jusqu'à 65 et plus. Vous voyez qu'il y a, avec l'âge, comme pour tous les systèmes sensoriels, ça n'arrange pas les choses. On perd un peu de vision, on perd un peu d'ouïe, on perd pas mal d'odorat aussi avec l'âge. Mais déjà chez les sujets plus jeunes, il y a quand même un fond de base dans la population d'à peu près 3 à 5% de gens qui n'ont aucun odorat. Ce qui veut quand même dire que si vous avez plus que 20 connaissances, vous êtes la probabilité que vous connaissiez quelqu'un qui n'a pas d'odorat, elle est là. Alors vous allez me dire non. Le problème c'est que si quelqu'un est aveugle ou sourd, ça se voit. C'est un handicap qui est tout à fait palpable, qui ne se cache pas. Vous avez des aides auxiliaires. Quelqu'un qui n'a pas d'odorat, ça ne se voit pas. On verra un petit peu les conséquences que ça peut avoir, mais soyez conscients que c'est pas... Et ça, c'est toutes les données avant Covid. Alors ça, je suis tout à fait conscient que ça, c'est une vie très chargée. Je n'ai pas envie de trop vous embêter, mais quelles sont les causes? Pourquoi est-ce qu'on perd l'odorat? Aujourd'hui, si je prends quelqu'un sur la rue, on va toujours me sortir Covid. Il n'y a pas que le Covid. Il y a déjà avant le Covid, bien avant le Covid, on avait une idée assez concrète de pourquoi quelqu'un ne pourrait pas avoir d'odorat ou avait un odorat altéré. Et vous le voyez, que vous regardez le schéma ici, où j'ai adapté la taille en fonction de la probabilité d'avoir un trouble de l'odorat, ou la distribution ici, le plus grand pourvoyeur de problèmes d'odorat, c'est quand les gens ont un problème avec le nez. C'est-à-dire qu'ils ont des allergies, le nez gonflé, des congestions, des infections, etc. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ces gens-là, si on traite cette condition nasale, on peut améliorer leur odorat. Mais pour ça, il faut l'identifier. Et beaucoup de gens qu'on rencontre même dans une grande ville ont des troubles de l'odorat depuis des années et personne jamais leur a regardé dans le nez. Parfois, on a des surprises. Post-infectieux, c'est exactement ce que le Covid est. C'est une infection des voies respiratoires, Covid, un rhume, une grippe, voilà. Vous en guérissez après 2 semaines, le nez est dégagé, tout va bien, il ne coule plus, mais vous dites tiens, c'est bizarre, j'ai plus d'odorat.
exactement ce qui s'est passé avec le Covid. Déjà avant le Covid, c'était le numéro 2 de pourvoyeur de troubles d'odorat dans nos consultations. Donc le Covid n'est pas quelque chose de neuf, en tout cas pas pour nous. En termes d'odorat, ce qui était neuf, c'était qu'il y avait autant de gens d'un coup qui étaient concernés par ça. Après, il y a d'autres causes que je vais brièvement évoquer. Une perte d'odorat si on a un traumatisme crânien. N'oubliez pas qu'il y a certaines personnes qui perdent l'odorat sans que le médecin puisse vraiment mettre une origine dessus. Malheureusement, c'est le cas dans à peu près une dizaine de pourcentage de cas. Il y a des cas, il y a des situations rares. Il y a des gens qui perdent l'odorat avec des maladies neurodégénératives, il y a des gens qui naissent sans odorat, si vous saviez ça, donc, comme des gens qui naissent sourds. Puis après, il y a d'autres causes, des tumeurs, des effets secondaires, etc. Alors, on va aussi demander de parler un petit peu du Covid, parce que ça, évidemment ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma? Donc, gardez en tête, le Covid, c'est rien d'autre qu'une perte de l'odorat post-infectieuse. Et on n'en savait pas grand-chose. Le Covid nous a beaucoup aidé, parce qu'il y a plein de gens qui se sont lancés dans la recherche pour dire, voilà, on va quand même comprendre ce qui se passe. Alors, je reprends le schéma que je vous avais montré. On est toujours dans cette zone où il y a la zone de l'odorat. C'est ici, ça, ce tissu, c'est la zone réceptrice de l'odorat, l'épithélium olfactif. Et en gris, vous voyez ici, on les reconnaît à peine, mais ils ont des extensions vers la zone du nez. C'est les cellules réceptrices de l'odorat ou les neurones olfactifs. Donc les récepteurs de l'odorat se trouvent sur ces cellules grises qu'on a la peine à voir. Et c'est quoi ces grosses cellules violettes? Ces cellules violettes, ce n'est pas les cellules qui font reconnaître les odeurs, c'est les cellules qui nourrissent les neurones. Donc ces cellules, c'est des cellules de soutien, c'est les cellules qui nourrissent les neurones, qui nous permettent de sentir. Et en fait, le virus, il n'infecte pas, il n'a pas infecté les neurones, il a infecté les cellules qui étaient censées nourrir. Ce qui a fait que la perte est assez immédiate, parce que quand un neurone n'est plus vraiment nourri, il fonctionne moins bien. Mais c'est aussi une des raisons pour laquelle, chez beaucoup de personnes, c'est revenu assez rapidement. Donc, dès que ces cellules sont remises à fonctionner, les neurones pourraient fonctionner. Ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout parce qu'il y a des gens qui ont perdu l'odorat de façon durable, et là, on n'a pas toutes les explications jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y en a des répercussions? Parce que, sans vouloir être indiscret, il y a certainement des gens dans cette salle qui ont perdu l'odorat avec le Covid. Je parle de quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent. La phase aiguë, et là, ça c'est des données publiées récemment, on a des reculs maintenant sur 2 ans. Donc la phase aiguë, on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 60% des gens, et ça c'est les barres colorées, donc ça c'est la perte la pire que je peux imaginer, jusqu'à non, je n'ai pas perdu l'odorat. Donc blanc, c'est ceux qui n'ont pas perdu l'odorat. En termes de pourcentage. Donc vous voyez qu'en phase aiguë, et c'est ce qu'on a tous vécu, c'est-à-dire qu'une personne sur 2 perdait l'odorat avec le Covid. Après 4 semaines, ce taux se réduit de 20%. Après 8 semaines, on est encore à 20%. Et aujourd'hui, 2 ans, aujourd'hui on est à 3 ans, les données ne sont pas encore dehors, mais on voit qu'il y a une amélioration progressive. Mais elle est très très lente pour certaines personnes. Ici, après 2 ans, c'était environ 10%. Aujourd'hui, on estime qu'on est à peu près à 5% de population infectée qui a encore des séquelles. Et on pense que similairement à ce qu'on observait avant le Covid, cette courbe va gentiment converger vers peut-être pas zéro, il y a probablement des gens qui vont garder des séquelles permanentes. Mais on ne sait pas, ce sera probablement une fraction très infime. Alors vous avez probablement aussi connu des gens, ou vous-même fait l'expérience, qui n'y a pas seulement la perte de l'odorat avec le Covid, mais qui avait ce qu'on appelle des distorsions. Vous sentiez quelque chose et c'était pas vraiment ce que vous connaissiez, c'était infect. Qui a fait ce genre d'expérience? Qui connaît quelqu'un qui a fait ça? Alors, nous on appelle ça des parosmies. C'est le mot ici. C'est un peu comme, si vous voulez, un acouphène. Chaque fois que vous entendez un son, c'est pas le bon son, il est distordu. Alors, à nouveau, les modèles d'explication, ça c'est la situation normale. Vous avez le nerf de l'odorat avec ses connexions vers le nez. Vous voyez qu'il y a des récepteurs. Donc ici, vous sentez l'odeur de la rose. Il y a ces molécules de rose qui vont sur la zone de l'odorat. Et votre cerveau, c'est imagé, mais ça active le récepteur. R, O, S, E, et ça fait rose, et vous sentez. C'est magnifique. La même chose pour l'orange. Et on imagine que dans les atteintes post-infectieuses, lorsqu'on souffre d'une parosmie, il y a une grosse partie des fibres qui se sont restaurées
Ce n'est pas que vous avez perdu l'odorat, qu'il est absent, mais que les subtilités, certains manquent. Donc il n'y a pas le O, il n'y a pas le E, mais à la place, il y a un G. Et puis, à la place de sentir rose, vous sentez rusk. Et rusk, ça pue. Donc, et pour la même chose pour l'orange. C'est orange, c'est orange. Donc c'est pas agréable parce que vous dites ça ne joue pas. Mais là aussi, si on puise sur ce qu'on connaissait auparavant, on sait que les parosmies ont aussi la tendance de s'estomper très gentiment, mais malheureusement, c'est pas ce qui est dans les médias où c'est toujours marqué 2 ans et après vous vous réveillez, tout est bon. C'est un processus très graduel, c'est du système nerveux. Le système nerveux récupère très lentement, parfois pas. Ça peut aller plusieurs années. Pour ceux qui connaissent quelqu'un qui souffre encore, l'espoir est loin d'être perdu. Ça peut prendre du temps. Alors, la récupération pour ce qui est post-infectieux, Covid, etc., est relativement bonne. Ce qui n'est pas le cas si vous avez un traumatisme crânien. Pourquoi? Parce que quand vous avez un traumatisme crânien, ce qui peut se passer, c'est que ce nerf, avec les fibres qui vont dans le nez, peut s'arracher. Ça, c'est un dommage beaucoup plus important que le corps a beaucoup de peine à réparer. Parfois, il y a même des zones du cerveau, ça c'est le cerveau, et le nez se trouve ici. Ces zones bleutées sont les zones qui peuvent être endommagées quand on a un traumatisme, par exemple, on tombe en arrière et le cerveau se secoue un petit peu dans la boîte crânienne. C'est des zones qui sont aussi importantes dans l'odorat. Et malheureusement, les gens qui ont perdu suite à un traumatisme, le pronostic est moins bon. Bien moins bon que ce qui est le cas pour le Covid. Voilà. Alors, les conséquences, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est important de l'odorat? Je vous ai parlé du fait que si on perd la vision ou l'audition, on est fortement handicapé. Alors, il y a des moyens auxiliaires, mais tout le monde le voit, et puis il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire. Pour l'odorat, quelles sont les conséquences? Conséquence numéro 1, on l'oublie souvent. On commence toujours par le fait que c'est moins plaisant de vivre parce qu'on ne sent plus les bonnes choses. C'est vrai, vous survivez. On n'est pas des souris. Les souris, ils cherchent leur alimentation par des biais olfactifs. Si une souris perd l'odorat, elle va mourir parce qu'elle ne se nourrit plus. Un être humain peut continuer à ouvrir son frigo et l'apport des calories est garanti. Donc, par contre, une des choses qui ressort chez tous les gens qui perdent l'odorat, c'est le système d'alarme. Nous n'avons peut-être pas un système olfactif pour nous reproduire, pour reconnaître le bon partenaire ou pour trouver la nourriture derrière un buisson. Mais nous avons un système olfactif qui fonctionne toujours pour reconnaître les dangers. Et que vous avez perdu l'odorat en cours de route de votre vie, ou que vous n'avez jamais eu l'odorat parce que vous êtes né sans odorat, on a fait ça sur des sujets qui n'avaient jamais connu l'odorat, le risque est accru d'avoir des accidents domestiques, de faire brûler une casserole, d'être dans une pièce où ça sent le gaz et sans le remarquer, de manger un truc pourri sans se rendre compte. Ça, c'est une conséquence qui est non négligeable. L'insécurité, on l'oublie souvent. Si on ne sent pas les odeurs, on se dit, tiens, ce pull, est-ce que je peux le porter encore un jour ou je le mets à la lessive? Est-ce que je ne plus de la bouche? Enfin, c'est des choses qui, on se dit, tiens, beaucoup de gens ne sont pas concernés par ça, Dieu merci, mais certaines personnes commencent à avoir des hygiènes excessives. Diminution de la qualité de vie, évidemment, vous avez vu. Là, vous avez vu, ça peut altérer l'alimentation, ça peut altérer le plaisir de sentir ses enfants. Enfin, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui est touché au même degré. Je connais des patients, ou je connais même des connaissances qui n'iraient jamais voir un médecin pour ça, qui n'ont pas d'odorat. Donc, c'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a des gens qui souffrent énormément de ça et des gens qui souffrent relativement peu. Et puis, les gens qui souffrent atrocement et qui, pour eux, ça devient un vrai problème d'humeur, sont heureusement une minorité. Et ça existe. Ça, c'est juste pour graphiquement montrer ce que ça veut dire d'avoir des accidents domestiques. Vous savez que nous, on va dire que nous tous, on sent bien les odeurs. On est ici, dans les normosmiques. On est dans les gens qui sentent bien les odeurs. Alors, ça peut nous arriver, je pense que ça nous tous arriver, une fois faire brûler une casserole, d'oublier un truc qui est sur la plaque. Mais si, et là vous regardez les degrés d'atteinte, hyposmie mild, ça veut dire une légère diminution, modérée ou modérée, jusqu'à anosmie, pas d'odorat. Et vous voyez que la probabilité que vous êtes exposé à un accident domestique, elle monte significativement. Donc aujourd'hui, si on a un patient qui perd l'odorat,
il y a une cuisinière à gaz, on a aussi cette discussion. Est-ce que ça vaudrait la peine de changer ça? Parce qu'il y a, vous savez que le gaz, il ne sent pas, mais on rajoute un peu de méthane pour que ça fasse une petite odeur que ça sente, pour qu'on le détecte, du soufre, un truc. Enfin, mais si vous n'avez pas d'odorat, ça vous sert à rien. Donc voilà. Ou mettre des capteurs. Voilà. J'arrive gentiment vers la fin. Les traitements. Quels sont les traitements? Je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce qu'il n'y a pas toujours des traitements. Le seul plaidoyer, c'est de dire que le plus grand pourvoyeur, c'est le trouble du nez. Et là, on peut souvent traiter, et souvent les gens regagnent l'odorat. Pour l'infection, la nature règle les choses. Vous avez une récupération spontanée qui n'est pas rapide, mais qui est là. Et pour d'autres causes, je ne vais pas trop aller dans les détails. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Vous avez probablement entendu parler de l'entraînement olfactif. Qui a entendu parler de ça? Ça a été très fortement popularisé pendant le Covid. Alors, ça, c'est un graphique horrible, je l'avoue, mais c'est le graphique original de l'étude double aveugle randomisée qui a montré que si on expose des sujets à un entraînement olfactif, c'est quoi? C'est que tous les jours, quand quelqu'un fait des pompes ou des tractions, bah, tous les jours, il sent 4-5 odeurs. Là, santé. Ça a une influence positive. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit le temps. Donc, ces gens se sont entraînés pendant 3 mois. On voit le nombre de gens qui s'améliorent. Et puis, il faut savoir que cette étude a été conduite sur des gens qui avaient un trouble post-infectieux. Pas Covid, parce que c'était 2014. Ils avaient perdu l'odorat après un rhume. Et puis, on leur a demandé, vous faites un entraînement avec des odeurs à peine perceptibles, ça c'est les carrés en bleu, ou vous faites un entraînement avec des odeurs plutôt bien perceptibles. Idéalement, on aurait pris dans cette étude un vrai placebo, mais on craignait que si on donnait un placebo qui ne sentait rien, l'épouse à la maison dit mais ils t'ont donné le placebo. Donc il y avait deux concentrations. C'est quoi la ligne rouge? La ligne rouge, c'est la récupération spontanée. Si ces gens n'avaient rien fait, ils auraient aussi récupéré. Il ne faut pas l'oublier. Dans le Covid aussi, les gens qui sont assis dans leur téléviseur pendant 3 ans, même s'ils ne font pas d'entraînement, ils vont aussi récupérer, mais peut-être un peu plus lentement. Si on fait un entraînement, on semble pouvoir influencer cette récupération de façon un peu plus importante. Comment ça fonctionne? On ne sait pas très bien. C'est probablement plus de la plasticité cérébrale que le signal. Vous sentez peu, vous avez peu de signal, vous entraînez votre cerveau et il fait plus de ce signal. C'est pas que tout d'un coup, comme la mauvaise herbe, il y a les récepteurs olfactifs qui repoussent dans le nez. C'est plus le processing du signal qui probablement amplifie le peu d'informations que le cerveau reçoit et en fait quelque chose. Alors ça, c'est pour les gens qui ont des atteintes Covid. Ce qui est intéressant, et ça c'est un groupe de chercheurs allemands qui se sont amusés, ils sont allés à l'école. Ils se sont dit, bon, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça avec des enfants? Donc là, vous avez le groupe des enfants qui n'a pas eu d'entraînement, et ça c'est le groupe des enfants qui a eu un entraînement. Donc, des enfants parfaits de bonne santé, cours d'école, pendant 3 mois, ils sentent l'eucalyptus, le clou de girofle, la rose et puis le citron. Et puis on teste leur performance avant et après. Donc ça, c'est les enfants qui n'ont pas fait d'entraînement olfactif, et ça, c'est les enfants qui font un entraînement olfactif. Vous voyez, en entraînant une odeur, en s'exposant à une odeur, en focalisant sur cette tâche, je sens une odeur, on a des résultats mesurables. On ne sait pas si c'est durable, s'ils n'ont pas continué l'étude. C'est intéressant. Ça veut dire que lorsqu'on travaille une tâche olfactive, on peut obtenir des résultats. Je ne suis pas tout à fait à la fin, mais ça c'est je ne sais pas si c'est anecdotique ou pas, mais je trouve intéressant. Ça, c'est fait par des psychiatres qui se sont amusés, cette fois pas de mesurer l'olfaction, ils ont mesuré ce qu'on appelle le cognitive age. Qui sait ce que c'est le cognitive age? C'est un peu l'âge qu'on se donne. On se sent, quand j'avais 40 ans, j'avais l'impression d'avoir 30 ans, enfin voilà. Mais là, vous avez des gens qui, voilà, en moyenne, s'estiment à avoir 50 ans. Et puis, ils ont pris les deux groupes. Ils ont pris le groupe des gens, des sujets sains, ils leur ont demandé d'où faire du sudoku ou de s'entraîner avec des odeurs. Et puis, 5 mois plus tard, ils ont refait la même chose. Ils n'ont pas mesuré s'ils se sont améliorés au niveau odorat, ils ont juste regardé comment ces gens se sentaient. Et en fait, les gens qui font de l'odorat, leur âge cognitif baisse, donc ils se rajeunissent. Ils n'ont évidemment pas physiquement, mais dans leur
ils ont l'impression d'être plus jeunes, d'être vital, alors qu'il n'y a rien qui change pour ceux qui jouent au sudoku. Alors, je vous laisse avec ces données, ils n'ont pas été reproduits 10 fois. Moi, ça m'a aussi fait plutôt rigoler. Mais tout ensemble, ça fait un petit peu penser qu'on a quand même une influence. Si on focalise sur une tâche, on le voit au quotidien. Ceux qui connaissent des parfumeurs, le parfumeur, il ne fait rien d'autre. C'est son outil de travail qu'il aiguise tous les jours. Et c'est vrai qu'ils ont des très bonnes performances, suivant les tâches, ils font ça de leur métier. Donc il y a une certaine plasticité dans ce système. Alors, et avant que je termine, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'on a un bon odorat? Alors, cette question un peu provocative, microsmatique, ça c'est un terme que les Américains ont créé il y a 30 ans pour dire qu'on est vraiment, depuis qu'on s'est élevé du sol, l'odorat n'était plus très important et puis on est devenu des animaux très pauvres en odorat. Alors, qui pense que l'odorat, on est vraiment mauvais? Voilà, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Alors, mais c'est pour ça que je me suis dit que je dois absolument amener cette slide qui n'est pas de nous. Monsieur Lascaux, il a pris sa retraite l'année passée, santé, mais il a passé sa vie entière à tester l'odorat dans différentes espèces, des rats, des souris, des singes, etc. Et toujours comparatif avec l'être humain. À nouveau, laissez-moi guider à travers ce diagramme. Alors, ici, on a C1, C3, 4, 5, 6, ça c'est des molécules. C'est la longueur de chaîne d'une molécule volatile qui a une odeur. Sur cet axis-là, vous avez les concentrations. Et puis, plus on est bas, plus ça veut dire on sent très facilement cette odeur, on a à des petites concentrations, on arrive à l'apercevoir. Donc, on a plutôt un bon organe olfactif. Plus on est situé haut, plus on est mauvais. Puis je ne sais pas si c'est lisible, mais là, donc il y a le singe, il y a l'homme, le chien, deux types de chauves-souris, l'hérisson et le rat. Donc, je vous ai mis en rouge l'homme. On est dans le monde, non? On n'est pas vraiment... Parce que si vous croyez, comme vous avez tous levé la main, on devrait être ici, ce qui n'est pas le cas. Donc on n'est quand même pas si mauvais que ça. Notre organe fonctionne. Notre organe fonctionne, alors nous ne sommes pas comme les souris à communiquer socialement par le biais d'odeur. On ne cherche pas nos partenaires par le biais d'odeur, on ne cherche pas notre nourriture, notre reproduction et alimentation chez nous vont par d'autres choses, la vision, l'audition, mais l'odorat n'est pas devenu moins bon pour autant. Et ça, c'est le deuxième graphique que je trouve très intéressant. Alors, de nouveau, quand on est situé haut, ça veut dire qu'on est relativement mauvais. Quand on est bas, c'est très bon. Et cette fois, à la place d'avoir des molécules ici, on a les animaux. On a donc la chauve-souris, le lapin, le chien, le rat, l'homme et le singe. Et cette fois, il a investigué une seule odeur, celle de la banane. Et là, vous voyez aussi, qu'on soit rat, chien ou humain, voilà, on est à peu près à la même performance pour détecter l'odeur de la banane. Puis si on est singe, on est excessivement bon. Donc ça, c'était 20 ans avant qu'on parlait d'entraînement. On voyait que probablement l'acuité qu'on a, la capacité de percevoir une odeur, dépend aussi beaucoup de la signification biologique que ça a dans notre vie et peut-être du fait qu'on l'entraîne. Voilà, alors, je vais conclure. Et après, je suis le dernier obstacle, il y a quelques slides qui sont l'obstacle pour l'apéro. Alors, le goût et l'odorat sont souvent confondus, je crois qu'il faut garder ça en tête. Ça vaut la peine de mesurer et c'est faisable, on peut mesurer. Vous n'allez pas me dire ça, mais quand je vais à des conférences internationales, souvent on me dit « ouais, mais on n'a pas le personnel pour ça ». Mais c'est pas compliqué. Vous allez dans la Migros, il y a des épices. Faire des tests d'odorat, c'est pas compliqué. On peut évidemment acheter des tests pour beaucoup d'argent, mais c'est vraiment à la portée de tout le monde. Les troubles de l'odorat sont fréquents, ça vous l'avez vu. La population, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, même si ce n'est pas visible. Hein. Les conséquences sont souvent oubliées. L'aspect de sécurité, il est sous-estimé. Ça, il faut le dire à quelqu'un qui a un trouble de l'odorat. Alors, l'odorat est probablement un outil thérapeutique. Du moins, c'est ce que ces dernières études semblent indiquer. En tout cas, l'exposition consciente à des odeurs semble avoir des effets mesurables, que ce soit cognitif, que ce soit sur des seuils, que ce soit... Je pense que c'est un champ excessivement intéressant qui on verra peut-être encore d'autres applications dans l'avenir. Et puis l'odorat humain est quand même meilleur que ce qu'on pense. Donc, profitez de votre odorat quand vous allez déguster. Je ne sais pas ce qu'on nous réserve là, cet apéro. J'espère que c'est des chances qui ont des odeurs.
Avec ça, j'aimerais remercier divers partenaires et sources de financement sur les derniers 20 ans. Et puis, je vous remercie de votre attention. Ah, je suis avec